Plateforme d'emploi numéro 1 en Suisse romande, avec plus de 70 000 nouvelles offres d'emploi qui sont publiées tous les mois dans tous les secteurs d'activité et pour tous les postes. Aujourd'hui, on va parler de négociation salariale et j'ai le plaisir de t'accueillir, Thomas Baker. Merci. Donc aujourd'hui, négociation salariale, gardez vos moyens et gagnez ce que vous méritez. On va parler pendant 1 heure de négociation salariale. On est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui et également, je suis votre modératrice. Avant de commencer, quelques petites informations pratiques. Ce webinaire est enregistré et vous recevrez le replay directement par email demain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. C'est le petit onglet qui s'appelle questions tout au long du webinaire. Moi, je les reçois et puis derrière, on a à peu près 10-15 minutes à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Et je vais également prendre quelques questions aussi pendant le webinaire. Donc, n'hésitez pas à les poser directement dans l'onglet questions. Pour nous assurer que tout fonctionne bien et qu'on peut démarrer, est-ce que vous pouvez nous écrire du coup dans le chat si vous nous voyez bien, si vous nous voyez bien. Ça me rassure toujours de voir qu'au niveau technique, on est tout bon avant de commencer. Et je suis ravie de t'accueillir. Je te laisse te présenter pendant qu'on reçoit directement les retours dans le chat. OK. Merci Mylène. Merci à JobUp de m'accueillir pour ce webinaire sur la négociation salariale. Alors, qui je suis? Avant de devenir négociateur salarial, j'ai été entrepreneur, mais avant ça, j'ai commencé par des études d'informatique de gestion. Et puis, j'ai eu une assez longue carrière à l'EPFL de 17 ans, où j'ai été manager de 2 équipes et recruteur pendant une dizaine d'années. Euh, Donc voilà, j'en parlais, donc négociateur salarial aujourd'hui. Je suis toujours entrepreneur, donc j'ai toujours beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Et donc, ce qui, voilà, on va parler de négociation salariale en regardant quel est ce sujet qui crée pas mal d'anxiété chez beaucoup, du scepticisme aussi. Et puis, j'imagine que vous êtes là pour peut-être changer d'avis, ou en tout cas, c'est une de mes aspirations, c'est de montrer, c'est de dédiaboliser ce sujet et puis de voir que c'est accessible à tout le monde, qu'on peut tous obtenir une meilleure rémunération en combinant une certaine assertivité qui se développe et puis en apprenant des techniques. Du côté de mon inspiration, donc j'ai eu un certain succès dans la négociation de mon salaire, dans des grandes organisations où c'est parfois plus compliqué parce qu'il y a des grilles salariales, etc. J'ai été recruteur pendant une dizaine d'années et ce que je constatais beaucoup, c'était un potentiel inexploité, que ce soit chez moi, même si je m'en suis bien sorti, j'avais toujours cette impression que on pouvait faire encore un petit peu mieux. Et surtout, je l'ai constaté chez les gens que j'ai recrutés, qui étaient souvent des profils soit techniques ou alors des chefs de projet. Et je me rendais compte que mon job, parfois, était peut-être un petit peu trop facile, jusqu'au jour où j'ai lu ce livre, Never Split the Difference, par Chris Voss, qui était le négociateur d'otages en chef du FBI pendant 25 ans. Et donc, il a fait des négociations avec de très gros enjeux. Ça m'a inspiré et je me suis dit qu'il fallait utiliser ces techniques dans un contexte qui me parlait un peu plus, qui était plus proche des activités que j'avais eues jusque-là. D'où l'idée de développer des techniques de négociation salariale qui s'inspiraient de ce livre. Ça me fait rire de voir ce livre parce qu'il est sur ma table de chevet depuis 6 mois. Il faut absolument que je le lise. Donc, Oui, c'est bien, ça va me motiver au moins. je recommande. Je recommande. Il faut que je m'y mette. Ouais. Et Mylène et moi étions curieux. Donc, on se demandait de votre côté, qu'est-ce qui vous retient de négocier en particulier votre salaire? Est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? Donc, envoyez-nous vos réponses via le chat et puis on va en parler tout de suite. Est-ce que euh, comment dire, option A, c'est le syndrome de l'imposteur. Option B, est-ce que c'est la peur d'être mal perçu par le recruteur, par votre futur employeur ou votre employeur actuel si vous demandez une augmentation? Ou option C, est-ce que c'est la crainte du rejet? On aurait pu même rajouter une option D qui pourrait être liée à l'économie finalement. J'ai peur que ce ne Oui. soit pas accepté parce que je sais pas, l'économie n'est pas au top ou
En effet. j'aurais mis la réponse D, moi. OK, OK. Bah, allons, partons sur 4 options alors, avec l'option D qui serait le contexte économique défavorable. Donc, on attend vos retours directement dans le chat. Mais oui, effectivement, moi, j'aurais plutôt mis D. Moi, pour ma part, c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, bah, j'ai travaillé dessus, donc maintenant, ça va beaucoup mieux. Peur d'être mal perçu. Je trouve que si on fait du bon travail, à la limite, voilà, c'est peut-être une peur qui est moins présente. Ouais. Et crainte du rejet, effectivement, peut-être la C se rejoindrait avec la D. Mmh. Le fait que ce soit pas accepté, que ce soit par rapport à l'économie, que ce soit finalement, peu importe la raison, Oui, oui, finalement, c'est ça. le D pourrait aller dans la C, en Oui, fait, oui, finalement. oui. C'est la crainte du rejet, le fait qu'on me dise non et voilà, que finalement on me dise non et comment j'accueille ce non, finalement. Oui, oui, oui. Et un bon négociateur va chercher à ce qu'on lui dise non, en fait. OK, Donc, tant qu'on n'a pas entendu non, en fait, c'est qu'on n'est pas allé suffisamment loin. Donc, c'est un signal, un peu comme un enfant qui cherche ses limites avec ses parents. OK. Le négociateur, enfin, celui qui négocie son salaire va aussi chercher où se trouve la limite et puis où est-ce qu'on se heurte à un mur. Du coup, c'est bon, vos retours sont bien résumés, sont bien arrivés à moi. Donc on a beaucoup de A, beaucoup de B et du coup, j'ai cassé ton sondage, mais on a beaucoup de D. OK, Désolée. OK, très bien. Non, non, mais je suis là aussi pour apprendre, donc c'est parfait. Merci. Excellent. Alors passons à un exemple typique. Je pense que beaucoup d'entre vous négocient le prix d'une voiture, qu'elle soit neuve ou qu'elle soit d'occasion. Ça semble assez naturel à tout un chacun de négocier le prix d'une voiture. Et une des techniques qu'on utilise, donc là, on voit qu'il y a beaucoup de voitures sur ce parking. Il y a d'autres parkings aussi. Donc, quand on négocie une voiture, on va souvent dire, bon, bah, je préfère prendre cette autre voiture que j'ai vue dans un autre garage. Et puis, on utilise un peu ce levier sur le vendeur pour qu'il fasse un effort et qu'il baisse le prix de la voiture en notre faveur. Donc, passons sur ce qu'est la négociation. Donc, la négociation, pour moi, c'est clairement un échange de valeurs. Donc, il ne s'agit pas de trouver les meilleurs arguments et puis de tordre le poignet de notre interlocuteur pour obtenir un avantage, mais plutôt d'entrer dans un échange, dans une collaboration et puis vraiment de résoudre des problèmes avec cette personne. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif et je dirais que ça va plus loin que ça. C'est un art de vivre. C'est un art de vivre, c'est une manière d'interagir avec l'autre et de développer des relations qui sont plus fructueuses avec les autres. Là, on parle de négociation salariale, mais ça vaut dans la vie de tous les jours et des relations qui sont mutuellement bénéfiques. Donc, on revient sur cette notion d'échange. Et professionnellement, ben, il y a différents contextes de négociation. Il y a celui auquel on pense toujours, qui est celui d'un entretien d'embauche. Donc, on se présente, on espère travailler pour cette organisation et puis j'allais dire subir, on fait un interview avec le recruteur. Il y a d'autres contextes de négociation salariale, celui d'une augmentation. Donc, peut-être que vous avez des évaluations annuelles qui sont l'occasion de négocier une augmentation. Ou alors, il y a d'autres occasions qui se présentent en dehors d'un contexte d'évaluation où on peut demander une augmentation également. Et puis, il y a un troisième contexte qui est celui d'un freelancer qui propose un contrat de service à une organisation et lui aussi va devoir négocier, que ce soit son tarif horaire ou un contrat au forfait. Donc, les techniques que j'enseigne et que je promulgue s'intéressent à chacun de ces scénarios. Pourquoi est-ce qu'on négocie? J'ai mis un tiret entre pour et quoi, parce qu'il ne s'agit pas d'argent. Donc la négociation salariale, même si quand on parle salaire, on pense souvent à ce qui va terminer sur notre compte en banque, on parle de bien plus que d'argent, parce que l'argent, finalement, n'est qu'un moyen pour soutenir son style de vie, pour soutenir ses aspirations. Et donc, la négociation, elle doit être soutenue par une vision. Pourquoi vous le faites? Donc, en deux mots, est-ce que c'est pour financer l'acquisition de votre bien immobilier? Est-ce que c'est pour financer les études d'un enfant? Qu'est-ce que j'avais d'autre comme exemple? Partir en vacances. Ouais, partir en vacances, prendre une retraite anticipée. Et tout ça va changer votre posture et va déterminer déjà est-ce que vous vous positionnez sur le court terme, sur le long terme. Et puis, quels aspects de
de la rémunération vous allez privilégier? Est-ce que ce sera purement du salaire? Est-ce que ce sera votre fonds de retraite? Est-ce que ce sera les vacances? Parce que celui qui gagne un salaire immense mais qui a 4 semaines de vacances, il ne va pas vraiment pouvoir réaliser sa vision. Donc, tous ces éléments sont à prendre en compte bien avant même de postuler. À quoi bon postuler dans une entreprise qui a 4 semaines de vacances si on en a besoin de 7? Voilà. Après, on est souvent aussi limité, voilà, par, les voilà, si on est salarié, voilà, on a souvent des semaines imposées et Oui, oui, ou alors il faut trouver une entreprise aussi qui accepte les congés non c'est ça. rémunérés ou ce genre de choses. Oui. Ouais. Donc, Donc tous plutôt ces éléments flexible. vont peser dans ce qu'on verra tout à l'heure, à savoir la préparation de votre négociation. Donc, maintenant, vous savez pourquoi vous négociez, quels sont vos objectifs et qu'est-ce que vous privilégiez dans votre vie. Donc, voyons comment on va pouvoir réussir sa négociation. Petit clin d'œil à ma clientèle assez technique. Donc, j'ai étudié l'informatique, j'ai travaillé dans une institution hautement technologique et donc dans ma clientèle, dans mon réseau, j'ai beaucoup de développeurs, de chefs de projet techniques, d'ingénieurs en base de données, etc. J'ai quelques génies aussi et tous ces profils sont souvent très à fond dans leur domaine, donc ils sont ultra compétents, très pointus dans ce qu'ils font. Et par contre, du côté de l'empathie, il y a certains progrès ou certains développements de compétences qu'on peut faire. Et c'est dans les techniques que j'entraîne avec mes clients. Voilà. Regardons maintenant l'arc de la négociation. Je parlais tout à l'heure de préparation. Donc, la préparation, c'est cette phase où on se demande pourquoi est-ce qu'on va négocier? Quelle est ma valeur pour le poste en question? Donc, quand on se positionne par rapport à un poste, il faut bien imaginer qu'il y a un contexte qui est précis, il y a une entreprise dans laquelle vous postulez, et puis on ne fait pas le même CV pour une entreprise ou une autre, ou pour un poste et un autre. Donc, c'est très important d'être spécifique et de bien affiner cette phase de préparation. Il s'agit aussi, comme on le disait tout à l'heure, de réfléchir à la structure de la rémunération. Donc, est-ce que vous allez privilégier les vacances, le salaire, la formation, la participation à des conférences, etc. Et j'ai identifié 14 éléments non pécuniaires qui font partie de la rémunération. Et quand j'ai commencé à faire cette liste, honnêtement, je ne pensais pas qu'il y en aurait 14. Non, moi non plus. Voilà. Et je vous invite à en trouver d'autres. Euh, Donc, ensuite, il y a la partie échange de valeur. Donc, c'est ici qu'on imagine souvent l'utilisation de techniques de négociation, de techniques d'entretien. Et on verra quel est l'arc que je propose pour cette phase d'entretien et de négociation à proprement parler. Et puis ensuite, il y a toute la partie conclusion. Parce qu'on va avoir des discussions avec un employeur, un recruteur, et il y a des accords qui vont être pris. Et la phase post-entretien est une deuxième occasion de confirmer son intérêt pour le poste, de confirmer sa valeur, voire d'apporter de nouveaux éléments, c'est-à-dire, bon, j'ai dit que je pouvais faire ça pour vous, et entre-temps, j'ai aussi pensé à ça ou développé plus avant une vision. Donc, la phase post-entretien est très importante aussi. Et il s'agit aussi de résumer quels accords ont été pris simplement pour partir sur un bon pied. Voilà, donc, en entretien, votre objectif, ça va être comment est-ce que je convainc cette personne que je suis le bon candidat pour le poste. Donc, c'est de la technique d'entretien, mais c'est aussi de la technique de négociation. Et vous savez déjà que vous êtes génial. Ça, c'est votre valeur. Donc, vous êtes génial, vous le savez déjà. Et ce qui va être important, surtout pour les génies dont on parlait tout à l'heure ou les profils très techniques, c'est comment est-ce que je communique cette valeur à l'autre. Et je dirais mieux que ça, comment est-ce que je vais permettre et aider l'autre à découvrir que je suis la bonne personne. Parce qu'on sait très bien qu'une idée, elle est toujours meilleure si c'est la nôtre. Mmh. Donc, il ne s'agit pas de lui dire je suis le bon candidat, je peux tout faire, ou de répondre oui à toutes ces questions, mais plutôt de laisser cette personne découvrir que vous êtes vraiment le candidat pour lui. Voilà. Dans la phase préparatoire,
c'est important de définir sa fourchette. Par fourchette, ben, on va parler minimum, maximum, et ça va commencer par définir ce que vous gagneriez si vous étiez la rockstar dans votre domaine. Donc, vous êtes une sommité, vous êtes la pointure dans votre domaine. Imaginez quel serait le salaire si vous étiez cette personne. Et si vous n'êtes pas mal à l'aise avec le chiffre en question, c'est qu'il est trop bas, c'est qu'il est beaucoup trop bas. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, bon, si j'étais cette personne, ben, je gagnerais X, et puis de se dire, oh là, mais non, en fait, non. Mais Je- tout en prenant en compte aussi le niveau de seniorité. Par exemple, j'en sais rien moi, si on est senior, est-ce qu'on oui, prend du coup la rockstar des seniors? Ou enfin, heu, on doit quand même prendre en compte ça, non? oui, oui, Ouais, oui. Donc, il d'accord, OK. s'agit quand même, oui, 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 effectivement, oui. donc quelqu'un qui aurait OK. peut-être 4 ans d'expérience, il ne s'agit pas de prétendre au salaire d'une personne qui aurait 20 ans On ne prend d'expérience. pas quelqu'un, voilà, qui a le même Non, poste que nous, mais qui a beaucoup plus d'expérience. voilà, C'est non. dans notre En- niveau d'expérience, C'est ça, d'accord, OK. c'est ça. D'accord. Mais ça doit quand même être de l'ordre du déraisonnable. OK, Voilà. d'accord, Mm. OK. Ensuite, il y a le chiffre du milieu qui est simplement le chiffre qui vous permet d'être content d'avoir signé le contrat et puis de vous projeter sur la durée dans cette entreprise. Et tout en bas de la fourchette, il y a le minimum. Et ce minimum, en fait, il est tout aussi important que le chiffre Rockstar est celui dont vous seriez content parce qu'il s'agit de trouver le chiffre en deçà duquel vous ne signez pas. Et c'est vraiment important d'avoir ce chiffre et d'être aligné avec l'idée de Mmh. sortir de l'entretien en disant, c'est dommage, le poste m'intéresse, mais à ce prix, je suis J'y vais pas. désolé, j'y vais pas. Ouais, OK. Mm. Alors du coup, je vous ai mis aussi une petite slide sur l'estimateur de salaire. C'est un outil qui a été développé sur jobup.ch que vous pouvez retrouver directement dans l'onglet salaire. Vous pouvez entrer votre profession, votre canton ou toute la Suisse et ça va justement vous donner une fourchette de votre salaire en fonction de votre âge, en fonction de votre année d'expérience, en fonction de votre genre. Donc, si vous n'avez pas du tout d'idée des salaires qui sont pratiqués, en tout cas pour votre métier, ça peut vous donner déjà une première idée de quel salaire justement vous pouvez donner dans un entretien ou dans un entretien annuel pour mesurer la performance de votre travail à l'année. Voilà, parfait. Et puis, à partir de là, j'imagine qu'on considérerait le chiffre qui sort comme le médian ou celui dont Oui, on est content. Et exactement. puis, on dériverait les deux autres de ce chiffre. Et puis du coup, ça nous donne aussi le salaire par rapport à l'expérience. Donc on peut regarder aussi par rapport à un junior, à un senior. Ça nous permet aussi de voir un peu comment ça évolue en fonction du nombre d'années OK, d'expérience. super. Parfait, merci Mylène. Euh, Maintenant, intéressons-nous à une partie qui est vraiment, ou un volet important de la négociation, qui est le rapport de confiance. Donc, le rapport de confiance, c'est ce qui va en fait permettre le bon déroulement de tout le reste de la négociation. Et comment on va établir un rapport de confiance? On va le faire en montrant au recruteur qu'on le comprend. Donc, être compris, c'est un besoin humain qui est fondamental, qui s'apparente à celui d'appartenance à un groupe social. Et en montrant au recruteur qu'on le comprend au-delà des mots, dans ses besoins, on va créer ce rapport de confiance et puis un contexte collaboratif. Parce que quand on parle négociation, finalement, c'est de la résolution de problèmes. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir travailler ensemble et d'être content de le faire? Donc, on parle d'échange de valeurs. Donc, l'échange de valeurs doit être mutuellement bénéfique. Et c'est grâce à ce rapport de confiance qu'on va pouvoir créer ce contexte. Donc en fait, finalement, on ne doit pas arriver à l'entretien en se disant: «Je veux une augmentation de salaire, c'est mon objectif et j'y Voilà, vais et je m'en fous et c'est ce que je veux c'est ça. et de toute façon, il est pas sympa avec moi» et voilà. Voilà, Donc on y va en se disant: «OK, quelle est la valeur que moi je peux lui apporter? oui, Comment je peux essayer de le convaincre que ma valeur, bah, du coup, on doit en tout cas m'augmenter au niveau du salaire» oui, et de créer plutôt un win-win oui, finalement c'est entre les 2 exactement ça. personnes. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et donc, c'est seulement une fois qu'on aura établi ce rapport de confiance qu'on va pouvoir lui créer la plus grande envie. Donc, cette personne doit vraiment être motivée à nous engager, motivée non seulement pour elle-même, pour être alignée avec l'idée de signer un contrat, mais elle va peut-être
devoir défendre notre embauche vis-à-vis d'un comité de sélection, vis-à-vis des RH, vis-à-vis de sa hiérarchie. Donc, on doit susciter cette envie et c'est grâce au rapport de confiance qu'on va pouvoir le faire. Donc, on va pouvoir le faire en se positionnant comme un collaborateur dès l'entretien d'embauche. Donc, en fait, votre premier jour de travail, c'est l'entretien d'embauche. Ce n'est pas le premier du mois suivant ou celui d'après qui est écrit sur le contrat, mais on commence déjà à résoudre des problèmes pendant l'entretien. Et donc, on va, dans un premier temps, vraiment s'intéresser aux besoins de l'organisation, aux besoins du recruteur, en mettant les nôtres de côté. Donc ça, c'est la partie qui est parfois un peu difficile pour certains, c'est de se décentrer, c'est de Ouais. sortir de son soi et puis de s'intéresser à l'autre, d'aller vers l'autre et de comprendre, de lire entre les lignes de la description de poste et de comprendre quels sont les vrais problèmes du recruteur en question. Et dans cette phase, il ne faut pas hésiter à montrer concrètement comment vous résoudriez des problèmes. Donc, ce n'est pas parce que vous partagez des infos qui vont se dire, bon, ben, il nous a donné toutes les clés à nos problèmes, on n'a pas besoin de lui et puis on va pouvoir les réaliser nous-mêmes. Non, non, c'est vraiment important de montrer, voilà, vous savez comment résoudre les problèmes, vous avez éventuellement un plan d'action et puis partagez-le. On ne va pas renoncer à vous engager parce que vous avez partagé trop d'infos, au contraire. Comment on peut Mm. faciliter le quotidien, en tout cas, du recruteur pour qu'il ait envie de nous recruter, en fait? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, on parlait de décentrement tout à l'heure, donc on va utiliser l'empathie. Chris Voss, dans son livre, parle d'empathie tactique. Alors, le côté tactique me dérange en cela que ça sonne un petit peu comme de la manipulation. Donc, Mmh. pour moi, c'est plus le développement d'une compétence sociale. Et là, on entre en entretien en se disant, mais qui est cette personne? Qui est Mmh. cette personne? Quels sont ses objectifs? Quels sont les objectifs du poste en question? Et quels sont les objectifs de cette personne dans sa carrière? Donc, peut-être que le recruteur ou le manager qui fait cet entretien avec vous, peut-être qu'il cherche la relève, peut-être qu'il cherche sa relève et donc il va essayer d'identifier des compétences de leadership en vous, mais ça, il faut le comprendre. Et donc, en se décentrant, en sortant de la description de poste, en sortant de ses propres besoins, on va pouvoir trouver ces informations. Et on va, on va les trouver en écoutant. Donc, vraiment identifier ce qu'on ne sait pas encore, donc qu'est-ce qui n'est pas dans la description de poste, qu'est-ce qui n'était pas dans l'introduction faite par le manager ou le recruteur. Et là, il s'agit vraiment d'écouter mieux. Donc, on connaît tous les questions ouvertes, mais on va voir qu'on peut compléter les questions ouvertes avec d'autres techniques que j'apparente à des compétences sociales et qui aident bien au-delà des négociations salariales. Donc, on est vraiment en mode récolte d'informations sur le poste, sur l'organisation, sur le recruteur. Et une de ces techniques, c'est l'effet miroir. Donc, l'effet miroir a pour objectif d'inciter l'autre à développer un propos. Donc, il a partagé certaines infos, mais vous voyez qu'il y a peut-être une pépite derrière. Et puis, il s'agit de répéter les 1 à 3 mots significatifs prononcés par le recruteur pour l'inciter à développer. Donc, on met une inflexion haute. Et puis là, l'exemple, par exemple, c'est nous cherchons quelqu'un qui saura devancer la concurrence. Les 3 mots significatifs, c'est devancer la concurrence avec une inflexion haute. Mmh. Et là, vous laissez l'interlocuteur développer. Et puis, il va vous expliquer ce qu'il veut dire par devancer la concurrence, dans quel domaine, etc. Ça permet finalement de faire parler, en fait, son Oui, interlocuteur, davantage pour exactement. essayer d'avoir encore plus d'informations, Oui, dans le but de pouvoir mieux négocier. oui, c'est OK. ça, c'est ça. Parce qu'il faut garder en tête que vous êtes là pour vous vendre, Mmh. mais vous ne savez pas encore ce qu'il va acheter. OK. Donc, c'est un peu ça la métaphore, c'est vraiment récolte d'informations et puis où sont ses vrais problèmes, où sont ses priorités, où sont Mmh. ses points de stress. Et puis, ça, c'est la transition parfaite pour la diapositive suivante. Donc, c'est une autre technique qui consiste à étiqueter les émotions.
Donc là, il s'agit d'identifier ce que ressent le recruteur quand il parle d'un sujet particulier OK, et de carrément mettre un mot dessus. OK. Donc, est-ce que la personne ressent du stress? Est-ce qu'elle ressent de l'enthousiasme? Et Mmh. il s'agit d'identifier ça à nouveau pour lui montrer qu'on la comprend Mmh. et l'inciter à développer davantage son propos et récolter des pépites, des informations Mmh. supplémentaires pour mieux défendre sa valeur C'est après. un peu ce qu'on fait aussi avec les enfants finalement. Un enfant qui arrive et qui ne sait pas qu'il est en colère, c'est de lui faire comprendre aussi que voilà, attention C'est là, tu ça, as de la colère, oui, j'ai l'impression que ça je voilà, je revois le même processus. bah, c'est ça, Ouais, c'est similaire. Ouais, OK. ouais. Sans infantiliser les Non, recruteurs, non, bien mais sûr, oui, ouais. Va falloir nous calmer. voilà, c'est ça. Parfait. On en vient à la démonstration de valeur. Donc, à ce stade, vous avez pu récolter des informations sur l'organisation, sur les projets en cours, sur lesquels vous travailleriez si vous étiez engagé. Et c'est seulement à ce stade que vous pouvez commencer à décrire votre valeur. Et donc, vous utilisez les informations récoltées pour décrire les projets que vous avez réalisés et qui sont pertinents par rapport aux informations que vous avez récoltées. J'en viens à la métaphore de la voiture tout à l'heure. Donc, on parlait de faire ressentir aux vendeurs, ou là, en l'occurrence, aux recruteurs, qu'on a d'autres options. Mmh. Donc, il y a d'autres voitures que je pourrais acheter. Il y a d'autres postes que je considère. Mais si c'est pas le cas, est-ce qu'on doit Ça, c'est mentir? délicat. Ouais, Alors, c'est délicat. Je recommande toujours d'avoir plusieurs postes. Et OK. puis, ça, on peut le faire en ayant un CV qui est bien fait. Il y a des ressources sur mon site pour comment faire un CV qui donne vraiment envie. J'aide aussi mes clients à développer leur présence sur les réseaux sociaux, OK, à créer leur lettre de motivation. Je leur apprends à réseauter. Donc, de cette manière, on se crée de vraies opportunités et puis on en a peut-être deux, idéalement trois en parallèle. Et OK. ça nous donne vraiment un choix et ça nous donne du pouvoir pour Mmh. la négociation. On peut choisir la meilleure offre en tout cas Voilà, et négocier. exactement. Donc, ça vous donne du vrai pouvoir, ça vous donne une assise, une assertivité en entretien qui est différente de si vous avez une seule option. Maintenant que vous en ayez réellement plusieurs ou seulement une, c'est une technique à utiliser avec parcimonie et doigté. Mmh. Donc, simplement dire non, à ce tarif, je préfère aller travailler chez X, ça va relativement mal passer. Donc, c'est vraiment important de montrer que c'est ce poste que vous voulez, c'est celui-ci qui vous intéresse en premier lieu et que vous êtes là pour trouver un terrain d'entente sur la partie salariale qui vous donne pas encore tout à fait satisfaction. Il y a une question justement, j'en profite de Natalia. Mhm. Est-ce qu'il y a une différence dans notre négociation quand on est déjà en poste dans l'entreprise et que du coup on demande une augmentation? Ou est-ce que, il y a une différence quand on négocie pour rentrer dans une entreprise et du coup prendre un nouveau poste dans Oui, cette entreprise? oui. Qu'est-ce qui change finalement? Alors, il y a plusieurs choses qui changent. L'une, donc quand on est déjà en poste, je pense que c'est important de continuer à montrer sa loyauté, de montrer qu'on veut continuer à travailler pour cette entreprise, qu'on a des idées pour y contribuer et donc confirmer le sentiment d'appartenance. Donc ça, c'est, je dirais, le premier point. Euh, le deuxième, c'est que c'est quand même souvent beaucoup plus facile de négocier un salaire d'entrée que de négocier une augmentation. Parce que là, vous êtes OK. déjà captif, en quelque sorte. Donc, c'est une bonne idée en général de négocier au moment, enfin de bien négocier son salaire d'entrée, et je suis là pour vous aider à le faire. En revanche, quand on est déjà dans l'organisation, il y a aussi des techniques. OK. Par exemple, de faire cette demande d'augmentation après avoir livré un projet significatif, Mmh. d'avoir peut-être terminer un travail avant le délai ou aider significativement une autre équipe. Il y a aussi du réseautage interne, donc ça c'est de la politique interne d'entreprise, où on va aller parler à tel et tel pour qu'il y ait de Mmh. bons échos à notre sujet. Donc il y a pléthore de techniques pour bien négocier une augmentation et il y a aussi des opportunités qui font partie du cycle naturel d'une entreprise, à savoir les entretiens d'évaluation par exemple. Et pardon, je me permets, Mm. je rebondis. À un moment donné, tu dis, c'est plus facile de négocier, quand on entre dans l'entreprise que quand on est déjà en poste. Mais du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas une technique à faire où on se dit: «OK, il faut que je reste X années maximum dans cette entreprise-là.
pour pouvoir renégocier mon salaire et du coup quitter cette entreprise et voilà, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles de faire ou au contraire, non, si on est bien, autant Mhm. rester et c'est pas grave? Je pense que c'est plus une question de mentalité et de priorité. OK. Quelqu'un qui accorde une très grande priorité à sa rémunération ou à d'autres aspects de la rémunération, comme les vacances, hein, je l'inciterai effectivement à utiliser Mmh. les changements de poste comme un tremplin et puis monter successivement. Il y a d'autres techniques qui consisteraient à prendre un poste pour lequel on n'est pas encore qualifié. Vous prenez le OK, salaire de junior, vous faites ça 6 mois, 1 an, et puis ensuite, vous postulez, fort de cette expérience, dans une entreprise qui va vous engager en tant que collaborateur expérimenté dans ce poste, d'accord. par exemple. OK, Alors, OK, c'est une manière d'utiliser OK. Merci beaucoup. les changements de poste comme un tremplin. Bon, voilà. Donc, on parlait de montrer qu'il y a pléthore d'offres. En revanche, en ce qui vous concerne, vous êtes unique. Et c'est important de jouer sur ces deux tableaux, en fait, de Mmh. montrer, vous avez le choix, mais vous êtes parfait pour le poste, vous savez résoudre les problèmes en question, vous avez bien compris l'employeur, vous êtes positionné comme le candidat idéal, pas parce que vous avez le plus beau CV, vous avez une expérience qui colle en un pour un à ce qu'ils cherchent, mais parce que vous avez été plus fort dans la récolte d'informations, vous avez utilisé l'empathie tactique, l'étiquetage des émotions et les mots me manquent. Et l'effet miroir, par exemple, compléter d'autres techniques pour récolter ces informations. Donc, vous êtes mieux outillé que votre concurrence, probablement, pour répondre aux besoins de l'employeur et puis lui montrer que vous êtes le candidat parfait. En tout cas, c'est ce que je m'attelle à faire dans le cadre de mes consultations. Trop bien. Alors voilà une question qui divise beaucoup. Qui fait la première offre? Est-ce que c'est vous qui dites j'aimerais gagner X, j'aimerais Y semaines de vacances, ou est-ce que vous laissez venir l'employeur avec sa propre offre? Ça va beaucoup dépendre du contexte. Si vous connaissez une personne dans l'organisation qui vous a décrit comment fonctionnent les structures de rémunération, comment est-ce qu'on progresse en termes de rémunération dans cette entreprise, et puis que vous savez exactement quel est le niveau auquel il vous situerait en fonction de vos études, votre expérience, et puis du poste pour lequel il vous engage, euh, faites une première offre qui sera un petit peu en dessus Mmh. du chiffre que vous aurez pu déterminer en discutant avec cet espion, hein, cette taupe que vous avez dans l'organisation. En dehors de ce contexte, je recommande plutôt de laisser venir l'employeur, laisser-le faire sa première offre, euh, et puis travailler avec différentes techniques euh, pour l'améliorer. Mais souvent, la question qu'on voit arriver dans les entretiens, en tout cas, c'est ce que les candidats disent, c'est, «Je suis allé en entretien et on m'a dit: "Quelle est votre fourchette salariale?"» enfin, ou Oui, quel est le salaire que vous souhaitez?» oui. Et là, finalement, on répond quoi? Parce que, bon, il me semble qu'on doit de toute façon donner une fourchette et pas un montant fixe. Et comment on définit cette fourchette finalement? Parce que là, on connaît personne dans l'entreprise. Bon, peut-être qu'on a envie d'évoluer. Comment on fait? Oui. Alors, il y a plusieurs, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs questions en une Ouais, là. désolée. Non, non, c'est très bien. C'est très bien parce que c'est un vaste sujet. Euh, Comment est-ce qu'on le détermine? Ben, déterminer la fourchette, on le fait avec ces trois paliers dont on parlait. Ouais. Donc, combien est-ce que je gagnerais si j'étais une sommité dans la matière? Combien est-ce qu'il me faut pour signer et puis être content de me projeter sur le long terme dans cette organisation? Et puis, combien il me faut pour simplement signer en me disant, bon, je prends ça en attendant et je vais chercher autre chose. Ouais. Donc ça, c'est un premier élément de réponse sur comment définir la fourchette. Ensuite, il y a effectivement beaucoup de recruteurs qui vont insister pour obtenir un chiffre et j'en reviendrai à savoir ce que vous voulez vendre. Donc, une réponse qui fonctionne relativement bien, c'est de dire, euh, si on discutait déjà de vos besoins, j'aimerais mieux comprendre comment je peux vous aider Mmh. et puis parler de salaire un peu plus tard. D'accord. OK. OK. D'accord. J'y aurais pas forcément pensé. J'aurais peut-être dit une fourchette moi, en fait, c'est pour ça. D'accord. Oui. Ouais. Ouais, alors je recommande vraiment de retenir le chiffre le plus longtemps possible. D'accord. Tant que OK. vous ne savez pas ce qu'ils veulent acheter, vous ne Ouais. savez pas le prix de ce que vous vendez. OK. Mm. D'accord.
Alors, on nous a fait une offre. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on attendait. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a une technique que j'appelle l'effet boomerang euh, qui va inciter, donc si l'effet boomerang est bien fait, cette technique, elle va inciter le recruteur ou le manager à travailler pour vous et puis à essayer de résoudre votre problème. Donc, votre problème, c'est l'offre, elle est un peu en deçà de ce que vous espériez. Et en utilisant cette technique, tu vas l'inciter à faire une offre qui soit plus en adéquation avec ce que tu cherches. Une contre-offre Voilà. finalement? Ou est-ce que c'est C'est une autre ça, mais c'est technique? lui qui va la faire. Donc D'accord, plutôt que de faire toi-même une contre-offre, OK. tu incites le recruteur à en faire une qui te satisfasse. D'accord. Et parfois, il va être coincé sur le plan financier, mais ce n'est pas grave. Il y a 14 autres éléments sur lesquels on peut travailler OK. pour ressortir content d'un entretien d'embauche et puis avoir une rémunération qui nous satisfasse. Euh, donc, jusque-là, on s'est beaucoup mis de côté, on s'est intéressé aux besoins de l'employeur, et puis ça, c'est vraiment le moment un peu charnière, pivot de Mmh. l'entretien, où on va s'intéresser à ses propres besoins et utiliser le boomerang pour y arriver. Donc, les phrases clés d'un boomerang, ça sera, ou les mots-clés seront comment, qu'est-ce qui, et un bon exemple de boomerang. Pardon, je vais revenir en arrière. Donc, dans les phrases clés, c'est vous avez une offre qui est un petit peu en deçà de ce que vous souhaitiez, et puis vous allez dire quelque chose comme bon, le projet m'intéresse vraiment, je me projette dans ce poste. Comment est-ce qu'on fait pour trouver une rémunération qui satisfasse tout le monde compte tenu de la valeur que je vais apporter? Voilà. Donc, il y a vraiment, on revient à l'échange de valeurs. Donc, Mmh. moi, je vais vous apporter ça. Comment est-ce que vous pouvez faire en sorte d'apporter quelque chose qui corresponde à ce que je vais apporter? Donc on Voilà. commence pas en disant, «Bah, voilà, cette rémunération ne me convient Non, pas», voilà. On non. reste, dans l'échange, dans la Voilà. valeur, Confirmation d'enthousiasme, exactement. OK, d'accord. Oui, oui. Voilà. Donc, on en parlait. Donc, démontrer, confirmer l'enthousiasme, rappeler la valeur qu'on apporte, et puis ensuite passer le témoin à l'autre et l'inciter à résoudre notre propre problème. J'imagine aussi que le fait d'être enthousiaste, ça montre aussi au recruteur qu'on a envie, qu'on est motivé. J'imagine que ça aussi lui donne plus envie de faire un effort Oui, face à quelqu'un bien qui est en sûr. feu, quoi, Oui, qui veut oui, tout donner et qui oui, est là, quoi. oui. Ouais, ouais, exactement. Les exemples, on en a parlé. Mmh. L'étape suivante, donc vous avez lancé votre boomerang quelque part, hein, donc vous avez posé cette question, et là, sachez vous taire. Sachez vous taire longtemps. 5, 7, 10 secondes s'il le faut. La nature a horreur du vide, le recruteur aussi. Et la clé là, c'est d'apprendre à être plus confortable Mmh. avec l'inconfort du silence que le recruteur. Et ça, c'est quelque chose qui s'entraîne. Donc, on a l'impression que ça ne se fait pas de rester silencieux. Et voilà, la nature a horreur du vide, mais laissez l'autre remplir ce vide. Vous lui avez passé le témoin, à lui de faire son travail. Rappelez-vous, euh, il n'est pas là pour vous embaucher. Il est là pour résoudre des problèmes. Mmh. Donc, il a autant envie que vous que ça se fasse. Donc, laissez-le travailler un peu. Laissez-le mobiliser ses ressources cognitives pour résoudre votre problème, en fait, et puis Et f équilibrer l'échange de valeurs. et puis finalement, est-ce qu'il réfléchit pas aussi au prix qu'il pourrait vous donner? Parce que vous lui avez amené un problème, mais Mm. lui, il a peut-être pas forcément anticipé, enfin, j'imagine que si peut-être, mais peut-être il réfléchit aussi à la réponse qu'il peut vous apporter. Il l'a pas Bien forcément non sûr, plus, oui, directement, oui, quoi. oui, absolument. Absolument. Et donc, ce silence, en fait, il est chez lui, il lui appartient, plus qu'à vous d'ailleurs, parce Mmh. que, parce que tu as lancé ton boomerang, Mmh. et là, tu attends qu'il revienne. Mmh. Puis ça montre Mm. aussi peut-être qu'on est serein aussi, dans la demande qu'on Oui, formule, oui, qu'on n'a pas peur, qu'on n'est pas hésitant, voilà, on est c'est ça. droit et on y va, quoi. Oui, ouais, ouais, tout à fait.
Bon, si on veut aller plus loin, il y a différents sujets que je touche dans le cadre de mes consultations. Donc, il y a l'ordre. Donc, par quoi on commence? Ça, franchement, ça va dépendre de vos priorités. Commencer par les vacances, c'est souvent mal vu. On le met Mais, en dernier. mais voilà, plutôt en dernier. Alors, je ne sais pas si je vais mettre en dernier, si ma priorité, c'est Ouais. le style de vie et le confort. Peut-être pas en dernier, mais commencer par les vacances, effectivement, Ouais. ça passe mal. Ensuite, il y a le concept de BATNA, c'est si je conclue pas, quelle est ma meilleure alternative? Et puis là, on parlait d'alternative et d'avoir plusieurs options. Donc, la meilleure alternative, bah, ça peut être de rester en poste, ça peut être de continuer à chercher, ça peut être une autre offre qu'on a vraiment. Le FOMO, on en a un petit peu parlé. L'ancrage consiste à définir un point de départ pour la négociation. Donc, on parlait du cas où on sait précisément quelles sont les pratiques dans une organisation. Alors là, c'est Mm. l'occasion de faire un ancrage. Donc, on va parler d'un ancrage haut et ce sera le point de départ. Et puis, le recruteur, il va essayer de faire descendre ce prix à partir de là. Puis après, on rebondit sur d'autres aspects de la rémunération. Donc, J'ai voilà, l'impression que celui-là, c'est le scénario le plus facile quand déjà on a quelqu'un en entreprise qui peut nous donner des ça aide montants. énormément. Oui, Ah, c'est le top, oui, le oui, Graal. oui, oui, ouais, ouais, le Graal, hein. Ouais. Ensuite, les structures de rémunération, donc on parlait de ces 14 éléments. Et comment est-ce qu'on demande une augmentation? Quand est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elle soit acceptée, soutenue par des pairs ou des personnes dans d'autres parties de Et, l'organisation? et je rebondis sur les 14 éléments. On a eu pas mal de questions justement. Quels sont les 14 éléments? Est-ce que tu en as quelques-uns déjà là en tête? Alors, les vacances, on en a parlé, le fonds de pension, il y a voiture de fonction, il y a le télétravail, les horaires flexibles, qu'est-ce qu'on peut Les repas? imaginer d'autre? Les repas, contribution à l'assurance maladie, au fitness, voilà. Ok. Ouais. Ouais. Donc ça, c'en est certain. Après, il y a les participations à des conférences, il y a Les des personnes, formations, des formations, ouais. tout ce qui est congé maternité, congé Oui, paternité. exact. euh, Oui. Quelqu'un qui aime voyager pourrait peut-être s'aménager des missions à aller réaliser. Donc là, on parle de contribuer à la définition de poste, hein, ça va mm, jusque-là, la négociation salariale finalement. Il y a un poste qui est sur papier, mais vous arrivez avec un bagage, avec des compétences et des envies. Puis si vous dites, j'ai envie de faire des missions à l'étranger pour n'importe quoi, apprendre des langues, ça, c'est des éléments qui vont peser dans la balance. Peut-être mm. pas de la rémunération directement, mais c'est des points. Super, merci. Voilà, avec plaisir. Donc, j'en viens à ce que je propose. De mon côté, j'ai 3 consultations. La première s'intéresse à décrocher des entretiens. Donc, c'est vraiment la condition sine qua non à avoir un salaire à négocier, finalement, c'est d'avoir des entretiens. Et je peux vous soutenir en faisant un CV qui est béton, en aidant à rédiger la lettre de motivation, en vous apprenant à réseauter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans des événements professionnels ou non professionnels. Je peux vous aider à affiner votre profil sur ces plateformes sociales. Une deuxième consultation consiste à étudier votre cas particulier, donc quelles sont vos études, vos compétences, et puis comment vous vous positionnez sur le marché de manière générale et par rapport à un poste ou une organisation en particulier. Donc là, on parle d'affiner votre stratégie de recherche d'emploi et de négociation. Donc, ça peut être aussi l'occasion de se pencher sur une demande d'augmentation. Donc, ça fait quelque temps que vous faites peut-être un peu plus que ce qui figure dans votre description de poste et on peut travailler sur comment approcher l'employeur pour faire reconnaître ses compétences, voire obtenir une promotion. Et la troisième consultation consiste clairement à apprendre et entraîner les pratiques de négociation, les techniques de négociation, et on le fait par l'enseignement simplement, et puis ensuite par des jeux de rôle, donc où moi je vais jouer le rôle du recruteur et puis vous allez jouer le rôle du candidat et puis on va entraîner cet échange. Ensuite, on peut aussi inverser les rôles pour que vous voyez comment je m'y prendrais moi à votre place. Donc, comment est-ce que je rebondirais sur un refus, une offre décevante, etc. Donc, voilà les 3 consultations que je propose. Et si ma tablette, voilà. Sur mon site, vous trouverez un guide
de la négociation salariale. Je vous invite à scanner le QR code pour le télécharger. Et on vous envoie également le lien de l'e-book, du guide dans le chat. Mm, Voilà. Et donc sur le site, je le disais tout à l'heure, vous verrez aussi des ressources, j'espère bien ficelées pour bien faire sa lettre de motivation, pour faire un CV qui passe l'ATS. Donc l'ATS, c'est ce système automatique qui filtre les CV en fonction de critères et de mots-clés. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte de passer cette première barrière qui est automatique et qui est présente, hélas, avant qu'un recruteur humain ne voit même votre CV. Donc, comment est-ce qu'on rédige un CV pour qu'il passe cette première barrière tout en étant attrayant pour l'être humain sur le bureau duquel votre CV terminera. Mhm. Pardon, je vais faire sans mes notes. Donc, je parlais des consultations et pour vous, auditeurs, pardon, pour vous, spectateurs du webinaire, j'ai une offre spéciale à 390 francs pour les 3 consultations dont on parlait tout à l'heure. Donc, elles sont normalement à 520 francs. Et dans ces 3 consultations qui dureront 4 heures au total et qui seront sous forme de vidéoconférence, vous allez apprendre à décrocher des entretiens et je vais vous aider concrètement à affiner votre lettre de motivation, votre technique de réseautage, votre CV, etc., pour décrocher des entretiens. On va faire une étude de votre cas précis et puis de comment vous vous positionnez sur le marché. Et je vais aussi vous enseigner les techniques de négociation. On va les entraîner dans le cadre d'entretiens factices. Et voilà, cette offre est valable jusqu'au 15 novembre, donc 390 francs au lieu de 520. Et Merci beaucoup voilà, du coup pour cette offre spéciale que tu as créée spécialement pour le avec webinaire. plaisir. Avec plaisir. Et tout à l'heure, je parlais de la négociation comme un art de vivre ou des compétences professionnelles, des compétences sociales. Donc, je vous incite pour vous entraîner à négocier l'indénégociable, accepter qu'on vous dise non, c'est une compétence très importante. Donc, au supermarché, négocier vos courses, négocier l'heure de départ du train, négocier ce genre de choses, ça va vous aider à être confortable avec le fait qu'on vous dise, ben non, en fait, on ne peut pas. Et puis, c'est pas grave, vous l'avez fait, vous avez osé, et c'est vraiment le plus important. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Maintenant, on va passer aux questions. On en a reçu pas mal. Donc, je vais les prendre une par une. Alors, on a une question de Victoria. Comment négocier un salaire à temps partiel, par exemple quand on est à 50-60%, lors d'un entretien d'embauche? Le but étant de pouvoir vivre correctement malgré un pourcentage réduit. Ouais. Celle-là, elle va engager mes ressources cognitives. Comment négocier un salaire? Il y a différents éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer. L'un d'entre eux est la disposition que vous aurez pour cet employeur. Donc, si vous travaillez effectivement qu'à 50%, pendant les 50% où vous êtes présent, vous serez vraiment pleinement présent, peut-être plus que quelqu'un qui subit le stress des enfants, du ménage qui ne se fait pas, des factures à payer. Donc, vous pouvez argumenter le fait que votre confort de vie sera peut-être supérieur à celui de quelqu'un qui travaille à 110%. Maintenant, je ne vous cacherai pas que c'est probablement compliqué de justifier que vous travaillez à 50%, mais vous méritez un 60%. Donc, je pense que l'argumentaire va plutôt se situer du côté de ce que vous apportez. Donc, on revient à des techniques d'entretien classiques et de démonstration classique de la valeur. Donc, soyez bien à l'écoute des besoins, identifiez-les mieux que vos concurrents et puis trouvez quels éléments dans votre parcours et vos compétences vont permettre de mieux répondre que d'autres candidats aux besoins de l'employeur. Donc, c'est la démonstration de valeur. Super, merci beaucoup. Du coup, je prends une autre question de Franck. Que faire lorsqu'on postule et qu'il faut indiquer un salaire souhaité ou mentionner le salaire actuel? C'est vrai que cette question, elle revient souvent. Oui,
oui. Et là, on est perdu. On ne peut Alors, plus négocier en face si, à face. non, effectivement. Donc, on est face à la page web, Ouais, on est en train de déposer son CV, sa c'est lettre de ça. motivation, et puis il y a un champ obligatoire Ouais, qui exige ouais. qu'on entre une information. Si vous pouvez mettre autre chose qu'un chiffre, mettez à négocier ou Mmh. TBD ou j'en sais rien, mais autre chose qu'un chiffre. OK. Euh, une autre option, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'ils mettent ce chiffre et comment est-ce que l'automate qui est derrière va le traiter. Vous pourriez mettre un chiffre très bas, par exemple, donc ridiculement bas, qui montre clairement, en fait, c'est pas ce que je veux gagner, Mmh. mais j'ai envie qu'on en discute. Donc, l'idée, c'est vraiment un, passer la barrière automatique, la sélection automatique faite par l'ATS. Euh, et la deuxième, c'est signaler qu'on veut en discuter plutôt que de citer un chiffre à ce stade. Mais si on met un chiffre bas, est-ce que c'est pas contre-productif du coup quand, on va en discuter à l'oral, si jamais on fait un entretien avec le recruteur? Mais si tu mets 50 francs, si tu mets 50 Ah oui, francs de d'accord. salaire Ah annuel, d'accord, dans ce en fait, c'est sens-là. clairement Ah oui, envoyer OK, un signal. OK. Donc, il est en dessous de ce qu'ils attendaient. Donc, ça, Ah bah ça, normalement, on c'est devrait bon. passer OK, à 50 francs. Et puis, on montre clairement que l'idée, c'est d'en parler plutôt que. OK, Ouais. d'accord. OK, très bien. Ça, c'est une manière. Et puis, l'autre, c'est carrément de contourner complètement le système. Donc, plutôt que de passer par la grande porte, à savoir Mmh. le site de recrutement de l'entreprise, bah, c'est de passer par le réseautage. C'est de trouver Mmh. quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un qui connaît quelqu'un et faire en sorte que votre CV et puis votre lettre de motivation finissent sur le bureau du recruteur sans être passé par le Ouais, système de quand on peut, recrutement. c'est vrai que c'est Ouais. c'est idéal. On a une autre question de Katia. Comment faire une négociation salariale quand il y a une convention collective et que le patron reste sur cette grille? Est-ce que c'est possible de négocier? Est-ce qu'on peut dépasser les plafonds de la grille? Alors, ce qui est intéressant là, c'est de sortir de la grille. Donc, plutôt que de dire qu'on négocie pour un poste de secrétaire, essayez de transformer le poste. Essayez, dès l'entretien d'embauche, de dire, mais je sais faire ça en plus, par exemple de la comptabilité, par exemple de l'assistance personnelle du PDG, par exemple, puis de dire, oui, mais ce que j'apporte ne tient pas dans la grille. Mmh. Donc, c'est comme ça que j'ai fait à l'EPFL. Je m'en suis relativement bien sorti quand je négociais mon salaire à l'EPFL et je me débrouillais pour toujours être un petit peu en dehors d'une fonction standard. OK. Et de cette manière, je pouvais justifier que je ne tenais dans Mmh. aucune case de la grille. OK. Euh, voilà ma recommandation. Mm. Très bien, merci. On a une autre question de Humberto. Est-il possible de retourner la question au recruteur et leur demander leur fourchette? Parce qu'en général, ils ont déjà un budget pour le poste. Oui, oui, clairement, c'est absolument quelque chose qu'on peut faire. Et souvent avec une question relativement simple, c'est je préférais donc, vous pouvez être assertif puis dire je préférerais connaître votre fourchette. Mmh. Et rappelons que vous êtes là pour trouver un terrain d'entente. Donc, ça sera rarement mal perçu. Il va peut-être insister puis dire non, j'ai vraiment besoin de connaître. Et là, vous rebondissez sur euh, j'ai besoin de mieux comprendre quelles sont vos attentes, de mieux comprendre comment je peux vous aider, et puis ensuite, on pourra parler de salaire. OK, Voilà. Donc, essayez toujours de botter en touche et puis de passer la balle à l'autre. OK. Mm. Une autre question d'Ahmed. Est-ce qu'on peut renégocier son salaire au bout d'1 an d'ancienneté? Est-ce qu'il y a un délai, en fait, finalement minimum à partir duquel on peut renégocier? J'en reviens à l'échange de valeurs. Donc, qu'est-ce que vous avez apporté comme valeur après 1 an Mmh. d'ancienneté qui est en décalage avec ce pourquoi vous avez signé? Donc, on vous a Mmh. engagé pour faire X et Y. Ouais, Si vous avez fait Z en plus, que tout le monde était content, que vous avez livré avant les délais, ils vont vouloir vous garder. Et là, il ne s'agit pas de leur dire attention, je vais partir, ouais. euh, mais plutôt je me sens bien dans cette boîte, je suis enthousiaste, j'ai envie de développer ça, j'ai envie de continuer à faire plus et j'aimerais qu'on discute de ce que j'obtiens en contrepartie. Super. On a une autre question d'Alexandre. N'y a-t-il pas un risque de ne pas avoir l'emploi si on négocie le salaire d'entrée à la hausse, Hmm. par rapport à un candidat qui ne va pas forcément négocier? C'est une super question. En fait, en montrant ou en demandant plus, quelque part, vous sous-entendez que vous valez plus. Mmh. Donc, c'est vraiment important de montrer que vous savez ce que vous valez
et d'être assertif par rapport à cette demande. Et souvent, en demandant plus, en fait, vous augmentez la valeur perçue que vous apporterez à cette organisation plutôt que le contraire. Donc, ils vont se dire, bon, il a l'assertivité de demander plus, il doit probablement valoir plus. Donc, il y a une science hein, sur le concept de prix, mais c'est sur ce tableau qu'on joue. Super. Et je regarde l'heure en même temps. On peut prendre encore une question de Pierre. Par où commencer pour oser enfin négocier quand on n'a jamais osé le faire? Hmm. L'entraînement, négocier l'indénégociable. Essayez, franchement, vous allez au supermarché, vous avez fait vos courses, la caissière vous demande un certain montant et puis vous dites: «Ah, c'est un petit peu beaucoup pour moi maintenant, est-ce que vous pouvez faire un rabais?» Et si vous voulez vraiment, entraîner cette technique jusqu'au bout, faites venir le manager du supermarché et puis essayez de négocier avec lui. Ça va probablement pas marcher, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'apprendre à être confortable avec l'idée qu'on vous dise non. Heu, donc ça s'entraîne, voyez ça comme un jeu. C'est un jeu, la négociation est un jeu. Devenez confortable avec: «Non, ça marche pas pour moi, non, je suis pas d'accord». Et puis simplement, ne le prenez pas personnellement. C'est pas parce qu'on vous dit: «Non, je ne vais pas vous payer plus» que ça a à voir avec vous. Il y a peut-être des considérations budgétaires, il y a peut-être Ouais, des considérations d'équité. Les grilles salariales peuvent être une autre raison. Donc, essayez de comprendre pour vous, ce que ça veut dire quand on vous dit non et ça va libérer tout un tas de ressources et vous permettre d'oser demander. super. Et je prends une Et dernière venez me voir question. Comment? et venez me voir, Ouais. je suis là Et, pour ça. et je prends une dernière question de Julie. Que répondre quand le recruteur dit c'est notre meilleure offre? Comment on rebondit là-dessus? Est-ce que là, du coup, c'est terminé? Non, non, la meilleure offre, c'est souvent, simplement un moyen d'arrêter la négociation à ce stade. C'est rarement vrai et si vraiment c'est la meilleure offre financière, il y a 14 autres éléments Hmm, sur lesquels on peut travailler. ouais, c'est vrai. Donc qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Est-ce que c'est de participer à des conférences que vous pourrez mettre sur votre CV? Est-ce que Hmm, c'est des formations? La même chose. Est-ce que ça va être, un abonnement de fitness ou une voiture de fonction? ouais, super. Bon, bah, merci beaucoup pour tous ces Avec grand conseils. plaisir. J'en profite du coup pour vous donner le prochain webinaire qui aura lieu le 9 décembre à midi sur les profils atypiques ou linéaires, la méthode pour transformer votre parcours en force. Donc, peu importe votre parcours, on va transformer tout ça en force le 9 décembre avec Annalisa Van Groningen. Donc, je me réjouis de vous revoir très prochainement. Merci beaucoup, Thomas, pour tous tes conseils, voilà, toutes les réponses que tu as pu apporter et toute la valeur que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci encore. Et quand vous allez quitter le webinaire, vous allez avoir un petit questionnaire de satisfaction à remplir. Ça prend vraiment quelques secondes. Si vous pouvez le remplir, ça nous ferait très plaisir pour avoir votre avis. Super. Un merci à Mylène et à Jobup pour l'accueil. Merci à vous, merci à toi et à bientôt.